l'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Il est par conséquent nécessaire de grouper partout où cela se peut une force française aussi grande que possible. Moi, général de Gaulle, j'entreprends en Angleterre cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Lorsque le 18 juin 1940, le général de Gaulle lance de Londres son appel à continuer le combat, en Bretagne, au large de la Pointe du Raz, sur l'île de Sein, la vie des Senans était à peu de choses près la même qu'au début du siècle. Pourtant, ce sont eux qui, parmi les premiers, rallieront le général de Gaulle. Mon père était matelot avec un autre bateau, sur un autre bateau. Alors, c'était pas tout gai, la vie, à ce moment-là, non plus pour nous. Il manquait beaucoup de choses, surtout l'hiver. Mais enfin, on a fait avec ce qu'il y avait. À Saint, il y avait que, en principe, il n'y avait que ça. C'était la pêche et rien d'autre. Pas de moteur à l'aviron, la voile, et c'était comme ça, tout un métier. Enfin, je ne sais pas comment il faudrait bien dire ça. Ben, il n'y avait pas mieux. C'était notre métier, puis c'était comme ça. Oui, moi, j'ai commencé à la mer à l'âge de 13 ans, hein, et j'avais 18 ans hein, quand je suis parti. Quoi. Moeten we in het midden van Paul. Als je wel juist, niet dat ik iets doet, nooit. Adra, en maar je de woord, maar nooit erop is maar gewoon neer. Hein? Bij wees is pesceurs, wel juist pesceurs, ja die krijgen die Christi, maar elle krijgen que quand ça prise, nu is het er maar is. Non, dat is er sûr. On allait laver le linge, on passait la journée à travailler. Il n'y avait pas de machine à laver, vous savez bien, ce moment-là. Hein. Il n'y avait pas d'eau non plus. Il n'y avait pas d'électricité. Et tous les champs là qui sont autour du phare et tout autour de l'île ici, même là, tout ça a été travaillé. Là, il n'y a pas un morceau de terre. Ah oui. Nous commençons à mettre du grumeau sur nos champs au mois de novembre. Et puis après, on commence à aller travailler vers le mois de février, quoi. Au Bégarhal, là-bas, là où on ne voit plus de petits champs, là, c'est là qu'on mettait les premières pommes de terre. Mais vers le phare, c'était la réserve pour l'hiver. En hiver, si les hommes étaient à terre, ils nous donnaient la main, mais autrement, c'est nous autres. Et pour porter le grumeau en haut, pour fumer nos champs, c'était nous sur la tête hein, qu'on portait ça. On n'avait pas de petite voiture à ce moment-là. Hein. C'était pas la joie, hein, franchement, hein, c'était la misère à ce moment-là aussi. Hein. C'était parce que mon père ne gagnait pas tellement, il n'y avait que moi qui étais en mer. Alors, c'était pas gai tout ça. Hein. Oh, avant-guerre, sur le plan politique, à l'île, ça ne posait pas de problème. L'île était traditionnellement de droite et l'opposition, si on peut appeler de ce mot, de gauche, était pratiquement inexistante. Les pouvoirs temporels et spirituels se sont toujours très bien entendus. Les graves décisions, bien sûr, étaient prises par le maire et son conseil municipal, mais le recteur de l'île
avait son mot à dire. Le pouvoir du recteur, si vous voulez, sur la population, n'est-ce pas, et le pouvoir du clergé, en un mot, a toujours été très important. Alors dans les années 30, donc avant-guerre, la situation scolaire se résumait de la façon suivante. D'un côté, il y avait l'enseignement libre, puis de l'autre côté, l'enseignement laïque. L'école libre des garçons, à peu près, avait dans les 90 élèves, répartis en 2 classes, et ces 2 classes en 3 divisions. Et l'école des filles, où nous sommes actuellement, n'est-ce pas, avait également à peu près le même effectif. Et alors, l'école laïque a été toujours avec un effectif très minoritaire, mettons au maximum 4-5 élèves, mais toujours avec un instituteur à longueur d'année. La foi était très vivante, et puis il fallait voir les processions, quand il y avait des grandes fêtes, quoi. Machin, toute l'île participait à ça, la bénédiction de la mer. Il y avait des chants très anciens, alors on connaissait les cantiques bretons par cœur. Je voyais ça avec mon idée de gosse. Il y avait la messe du matin. S'il fallait communier, il fallait aller à la messe 7h30, parce qu'il fallait être à jeun. Il fallait à 7h30. Après, il y avait la grand-messe à 11h. Un dimanche du mois, il y avait adoration du Saint-Sacrement à 1h. Chapelet à 1h30. Vêpres à 3h. Prière du soir à 7h du soir. Si on n'allait pas, ah ben, c'était conseil de guerre. Hein. C'était conseil de guerre avec les parents. Ah oui. Et souvent, il fallait qu'on aille à la prière du soir encore, quand il y avait la prière du soir. Alors, ben, c'était pas gai non plus. Tous les dimanches, ceux qui peuvent, quoi, vont sur leur mort, quoi. Ici, le mort fait partie de notre vie, quoi. Hein. Moi, voyez-vous, j'aime bien aller au cimetière, mais j'aime bien trouver à la maison, je trouve mon mari, je trouve ceux qui sont partis. Et c'est essentiel dans notre vie, ça c'est lié à notre vie, quoi. Le gouvernement français, après avoir demandé l'armistice, connaît maintenant les conditions dictées par l'ennemi. Il résulte de ces conditions que les forces françaises... En juin 40, le temps était absolument exceptionnel. Ce fut un printemps absolument exceptionnel par sa douceur et son soleil. Et dans la douceur de ce climat exceptionnel, c'est un pays qui s'effondrait, avec ses armées en déroute, son gouvernement aux abois, son parlement qui se déplaçait avec l'ennemi à ses trousses, ses traditions, ses grands hommes, tout disparaissait. Et les routes de France, c'était quelque chose d'épouvantable. On avait l'impression, parce que je les ai vues, j'ai eu l'occasion de les voir, que ces routes de France, elles charriaient au fond toute la misère d'un peuple. On était là le 18 juin 40, avec un chargement d'araignées. On était venus pour vendre sur le quai comme on faisait avant. Et finalement, ben, on n'a rien vendu du tout, parce que on ne pouvait pas marcher, tellement de monde descendait partout, là, et
C'était la débâcle, hein. Tout le monde, les grands bateaux partout, en train d'embarquer des troupes, je sais, moi. Alors là, on est parti. C'est la débandade qui a commencé, quoi. Quand ils commençaient, les Allemands arrivent, et puis le feu à Brest, et la fumée qui est tombée sur nous, le vent d'Est, là. Puis il y a eu un bombardement de bateaux dans le Rat-de-Seine, là aussi. Les gens ont eu peur. Hein. Ben, ils n'avaient jamais vu, hein. Les gens se disaient, oh, on va être canard, hein, c'est 4 matins à l'île, là aussi, hein. Alors les gens étaient partis de leur maison, il y en a qui ont été là, à côté du Guibeur, et un peu là, passer la nuit, hein. On croyait qu'on aurait été bombardé aussi. Le 18, le général de Gaulle parle à la BBC et Jean-Simon et moi, nous lisons le lendemain dans un journal de Marseille sous un titre approximatif qui s'intitule, le titre, je m'en souviens, c'était un appel à la guerre à outrance. Et c'est un extrait, d'ailleurs assez mal transposé, l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Et ce qui montre bien le désordre dans lequel vit la France à ce moment-là, c'est que la censure qui existait, puisque nous sommes en temps de guerre, ne s'aperçoit pas que cet appel ne correspond pas exactement à ce qui est le vœu du maréchal Pétain et du gouvernement qu'il a formé. Et il le laisse passer. Ça a été le cas d'ailleurs dans un certain nombre de journaux français. Ne transparaissait pas ici à l'île de Sein la figure du maréchal Pétain. On n'en parlait pas. La seule personne dont on parlait, c'était l'appel de ce général qui avait été lancé de Londres. On peut donc dire que cet armistice serait non seulement une capitulation, mais encore un asservissement. Il est absurde de considérer la lutte comme perdue. Oui, nous avons subi une grande défaite, mais il nous reste des alliés dont les ressources sont immenses et qui dominent les mers. C'est ici qu'on a entendu l'appel de Londres du général de Gaulle. Alors tous les Iliens se rassemblaient là, à côté du quai, jusqu'ici, même là, partout, pour venir écouter ce poste-là. C'était un des rares postes qu'il y avait à l'île. Et nous allions tous les soirs sur le quai, là, devant chez Madame Menou, qui avait la gentillesse de mettre son poste sur le rebord de sa fenêtre, et nous allions écouter les informations. Au phare, il y avait également des postes à accus, n'est-ce pas, parce que nous n'avions pas d'électricité quand même. Ouais. La nouvelle jusque-là que l'on essayait d'avoir, c'était toujours Radio Paris, avant que Paris ne soit occupé. Paris a dû être occupé aux environs du 18. Hein. Les Allemands sont arrivés à Rennes dans la journée du 18 au 19 juin, n'est-ce pas? Donc s'approchant de la pointe de Bretagne. L'information est venue du maître de phare. Le vendredi, donc 21 juin, lorsqu'il a écouté sa radio, il a entendu l'appel, et lorsqu'il est venu au bourg le soir, il a dit « Demain, il y aura un général qui parlera à la radio de Londres ». Quand le poste a été mis, là, la fréquence qui a été cherchée était la fréquence de Londres. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Ça commençait déjà à bouger à Saint après l'appel du général. Et alors, nous, les jeunes, on ne savait pas quoi faire, bien sûr. C'était pas évident de prendre une décision en 18 ans. Hein. Et surtout, aller où? Au départ, on ne s'improvise pas comme